Chapitre 18 sur l'homosexualité. L'homosexualité est un phénomène qui ne saurait être ignoré à cause de sa diffusion par une doctrine du sexe. Goethe écrivit qu'elle est aussi vieille que l'humanité, si bien qu'on peut dire qu'elle fait partie de la nature tout en étant contre nature. Cette énigme, dont on a dit que plus on cherche à l'analyser scientifiquement, plus elle apparaît mystérieuse, selon Yvan Bloch, constitue un problème complexe même du point de vue de la métaphysique du sexe, tel que nous l'avons formulé dans les pages qui précèdent. On a déjà signalé que la théorie platonicienne de l'éros souvent ne se réfère pas au seul amour hétérosexuel, mais aussi à l'amour des éphèbes. Or, si l'on considère l'éros sous ses formes sublimées qui se rattachent aux facteurs esthétiques, en vertu desquels on passerait, selon la progression platonicienne, de la beauté d'un être donné à l'extase que peut provoquer une beauté impersonnelle, incorporelle, une beauté divine dans l'abstrait, aucun problème véritable ne se pose lorsque le point de départ accidentel est un être du même sexe. Le terme uranisme, utilisé par certains pour désigner l'homosexualité, dérive précisément de la distinction platonicienne entre une Aphrodite Uranie et une Aphrodite Pandémie. La première serait la déesse d'un amour noble, non charnel, non tourné vers la génération comme celui qui a la femme pour objet. Peut-être la pédérastie, le pédon éros, a-t-elle eu à l'origine dans une certaine mesure ce caractère, puisqu'elle fut honorée par des philosophes et des poètes de l'Antiquité et pratiquée par des personnalités éminentes. Mais il suffit de lire aux dernières pages du Banquet le discours d'Alcibiade pour comprendre qu'en Grèce, cet éros resta peu platonique, qu'il eut aussi des manifestations charnelles, chose qui se vérifia de plus en plus fréquemment avec la décadence des mœurs antiques en Grèce et plus encore à Rome. Si l'on envisage donc l'homosexualité sous ses dernières formes, c'est-à-dire selon une correspondance complète avec les relations sexuelles normales entre hommes et femmes, on peut alors parler d'une déviation. Non d'un point de vue qui serait d'une manière ou d'une autre moraliste et conventionnel, mais du point de vue précisément de la métaphysique du sexe. C'est une incohérence d'appliquer, comme fait Platon, la signification métaphysique mise en relief par le mythe de l'androgyne à l'amour homosexuel, donc à l'amour entre pédérastes et entre lesbiennes. En effet, on ne peut plus parler pour un amour de ce genre du désir de se réunir, désir intrinsèque au principe masculin et au principe féminin compris dans l'être primordial. L'être mythique des origines aurait dû être alors non androgyne, mais homogène, monosexuel, entièrement homme dans le cas des pédérastes et entièrement femme dans le cas des lesbiennes. Et les deux amants chercheraient à s'unir comme de simples parties d'une même substance. Mais l'essentiel, ce qui confère à ce mythe toute sa valeur, disparaît donc, à savoir l'idée de la polarité et de la complémentarité sexuelle, comme fondement du magnétisme de l'amour et d'une transcendance dans l'éros, comme fondement de la révélation fulgurante et destructrice de l'un. C'est pourquoi il faut se placer pour parvenir à une explication sur un autre plan et envisager plusieurs possibilités empiriques. Généralement, on distingue en sexologie deux formes d'homosexualité, l'une de caractère inné et constitutif, l'autre de caractère acquis, conditionné par des facteurs psychosociologiques et d'environnement. Il faut cependant distinguer à l'intérieur de la deuxième forme entre des sous-formes présentant un caractère de vice et des sous-formes supposant une prédisposition latente, laquelle se traduit en acte dans certaines circonstances. Condition nécessaire car, dans des circonstances identiques, d'autres types humains se comportent différemment, ne deviennent pas homosexuels. Mais il est important de ne pas concevoir de manière statique la configuration constitutive, donc d'admettre pour elle une certaine possibilité de variation. Pour l'homosexualité dite naturelle, due à une prédisposition, l'explication la plus simple est fournie par ce que nous avons déjà exposé sur les degrés de la sexualisation, sur le fait que le processus de sexualisation, sous ses aspects physiques et plus encore sous ses aspects psychiques, peut être incomplet.
de sorte que la bisexualité originelle est dépassée dans une mesure moindre que chez l'être humain normal, entre guillemets, les caractères d'un sexe n'étant pas aussi prédominants par rapport à ceux de l'autre sexe. On est alors en présence de ce que M. Hirschfeld a appelé les formes sexuelles intermédiaires. Dans des cas de ce genre, par exemple quand un être homme pour l'état civil n'est en réalité homme qu'à 60%, il est possible que l'attraction érotique qui repose normalement sur la polarité des sexes, donc sur l'hétérosexualité, et qui est d'autant plus intense que l'homme est plus homme et la femme plus femme, naissent aussi entre des individus qui, selon l'état civil, et pour ce qui ne concerne que les caractères sexuels dits primaires, sont du même sexe. Car ces êtres sont en réalité des formes intermédiaires. Dans le cas des pédérastes, Ulrichs a fort justement dit qu'on peut se trouver devant une anima muliebris virili corpore innata. On doit cependant tenir compte de la possibilité de mutation constitutive, possibilité rarement envisagée par les sexologues. Il ne faut pas oublier non plus les cas où l'on peut parler d'une régression. Il peut arriver que le pouvoir dominant dont dépend chez un individu donné la sexualisation, le fait d'être vraiment homme ou vraiment femme, impliquant la neutralisation, l'atrophie ou la réduction à l'état latent des caractères de l'autre sexe, s'affaiblisse, ce qui peut mener à l'activation et à l'émergence de ces caractères récessifs. Et ici le milieu, l'atmosphère générale d'une société, peut jouer un rôle non négligeable. Dans une civilisation où est en vigueur l'égalitarisme, où les différences sont combattues, où l'on favorise la promiscuité, où l'idéal antique de l'être soi-même ne veut plus rien dire, dans une société décomposée et matérialiste, il est évident que ce phénomène de régression et avec lui l'homosexualité sont particulièrement favorisés. L'augmentation impressionnante du phénomène de l'homosexualité du IIIe sexe, au cours de la dernière période de nos temps démocratiques, ainsi que les cas de changement de sexe, attestés dans une quantité qui semble ne pas avoir d'équivalent à d'autres époques, ne relève donc en rien du hasard. Mais la référence aux formes sexuelles intermédiaires, à un processus incomplet de sexualisation ou à une régression, n'explique pas toutes les variantes de l'homosexualité. En effet, des homosexuels ont existé, qui n'étaient ni des êtres efféminés, ni des formes intermédiaires, qui étaient même des hommes d'armes, des individus fortement virils dans leur aspect et leur comportement, des hommes puissants qui disposaient ou auraient pu disposer des plus belles femmes. Cette homosexualité n'est pas facile à expliquer, et l'on est en droit de parler ici d'une déviation et d'une perversion, d'un vice éventuellement associé à une mode. On ne voit pas en effet ce qui peut pousser sur le plan sexuel un homme vraiment homme vers un individu du même sexe. Sur le plan de l'expérience, si les matériaux adéquats relatifs à ce qui est vécu dans l'acmé de l'orgasme de l'amour hétérosexuel sont pratiquement inexistants, c'est encore plus le cas en ce qui concerne les étreintes pédérastiques. Mais on a quelques raisons de supposer que dans celles-ci, tout ne va guère au-delà d'un régime de masturbation à deux, et qu'on cultive pour le plaisir tel ou tel réflexe conditionné, les présupposés, non seulement métaphysiques mais aussi physiques, d'une union complète et destructrice faisant défaut. D'autre part, ce qui est attesté dans l'Antiquité gréco-romaine, ce n'est pas tant la pédérastie exclusiviste, ennemie de la femme et du mariage, que la bisexualité, l'usage aussi bien de la femme que des jeunes garçons. Comme contrepartie, nombreux sont en général les cas de femmes très sexuelles, donc aussi très féminines, qui sont en même temps lesbiennes, par conséquent bisexuelles. Et il semble que la motivation dominante, c'était de vouloir tout expérimenter. Mais même cette explication n'est pas claire, car en dehors du fait qu'il y avait chez les éphèbes, les jeunes garçons, sujets préférés de ces pédérastes, quelque chose de féminin, on pourrait rappeler les mots crus empruntés par Goethe à un auteur grec, ouvrez les guillemets. Si j'en ai assez d'une fille comme fille, elle peut aussi servir comme garçon. Fermez les guillemets. S'il était question d'alléguer l'idéal de la complétude hermaphroditique du pédéraste, qui sexuellement
peut être aussi bien homme que femme, on pourrait répondre qu'elle est évidemment fallacieuse dès lors qu'il s'agirait d'aller grâce à elle plus loin que le vouloir tout expérimenter sur le plan de simples sensations. La complétude androgyne ne peut être qu'autosuffisante. Elle n'a pas besoin d'un autre être et doit être recherchée dans le cadre d'une réalisation spirituelle lorsqu'on exclut ce que la magie des deux peut offrir dans les unions hétérosexuelles. Même la motivation dont il est parfois question dans des témoignages recueillis dans des pays comme la Turquie et le Japon, selon laquelle la possession homosexuelle donne une sensation de puissance, n'est pas convaincante. Le plaisir de dominer, on peut l'obtenir avec des femmes ou avec d'autres êtres dans des situations sans rapport avec la sexualité. Du reste, dans l'optique du sujet qui nous occupe, ce plaisir de dominer ne pourrait entrer en question que dans un contexte absolument pathologique s'il se développait jusqu'au véritable orgasme. Ainsi, dans l'ensemble, l'homosexualité, lorsqu'elle n'est pas naturelle, entre guillemets, c'est-à-dire explicable par des formes incomplètes et constitutives de sexualisation, ne peut avoir qu'un caractère soit de déviation, soit de vice, de perversion. Quand bien même rapporterait-on certains exemples d'extrême intensité érotique dans des relations homosexuelles, nous pourrions les expliquer par la possibilité de non-localisation de l'éros. En effet, il suffit de feuilleter un quelconque traité de psychopathologie sexuelle pour voir le nombre de situations inconcevables, du fétichisme à la sodomie animale, en passant par la nécrophilie, où la potentialité érotique de l'être humain peut être activée parfois jusqu'à une frénésie orgastique. On pourrait donc faire rentrer dans le même cadre anormal le cas de l'homosexualité, bien qu'il soit beaucoup plus fréquent. Un éros délocalisé, en vertu duquel un être de même sexe sert, comme tant de cas de la psychopathologie sexuelle, de simple cause occasionnelle ou d'appui, toute dimension profonde et toute signification supérieure de l'expérience faisant complètement défaut, en raison de l'absence des prémices ontologiques et métaphysiques requises. Si, comme nous le verrons plus loin, on peut retrouver dans certains traits du sadisme et du masochisme des éléments susceptibles de rentrer dans la structuration la plus profonde de l'érotique hétérosexuelle, ces traits ne devenant des perversions que lorsqu'ils s'aboutissent, qu'ils s'absolutisent, on ne saurait en aucune façon en dire autant au sujet de l'homosexualité.